Ce dernier appel aux dons est urgent car il ne reste que 2 jours. Il ne reste que 2 petits jours pour votre mobilisation en faveur de TV Liberté. 48 heures pour réaliser vos dons par carte bancaire avant dimanche minuit et par chèque si celui-ci est daté au plus tard du 31 décembre 2023. 48 heures essentielles pour combler le retard accumulé. 48 heures en tout pour un véritable kit ou double. Vous êtes lassé des omissions, des mensonges, des manipulations? Vite, aidez TVL. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et évidemment, par avance, très bonne, très sainte année 2024. J'ai aujourd'hui une émission qui sera en 2 séquences. D'abord, nous allons parler du modèle chinois, avec toutes les guillemets que vous voudrez bien entendre, un modèle chinois, avec Philippe Maxence qui vient d'éditer un livre passionnant sur le sujet aux éditions de l'Homme Nouveau. Et ensuite, je vous proposerai quelques pistes de lecture. Donc, ça sera moi en 2e séquence. Mais tout de suite, je me tourne vers Philippe Maxence. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions de l'Homme Nouveau, donc vous êtes le directeur, un livre publié d'abord en italien par l'Observatoire international du cardinal Van Tuan sur le modèle chinois. D'abord, c'est quoi l'Observatoire international du cardinal Van Tuan ? C'est une très bonne question parce que c'est un organisme qui est spécialisé dans la doctrine sociale de l'Église et qui affronte les questions contemporaines et qui ne se contente pas de ressasser, si je puis dire, Léon XIII. Léon XIII, oui, et puis qui ne se contente pas de réénoncer les principes, mais qui, à la lumière des principes qui ont été dégagés par, vous dites Léon XIII, mais en fait, on pourrait même remonter bien avant. Bien sûr. C'est toute la tradition, la philosophie politique et sociale de l'Église, qui elle-même s'insère dans l'héritage grec. Et à la lumière de ces principes, il se confronte aux problèmes contemporains. Et là, singulièrement, cet organisme publie chaque année un rapport sur une question annuelle qu'il traite à fond à travers les interventions d'un grand nombre de spécialistes de la question abordée. Et là, ils ont traité, après l'épisode du Covid, ça étonnera personne, effectivement, la question du contrôle social, et ils sont remontés en quelque sorte à la source. À la source, ou en tous les cas à l'exemple le plus exemplaire, parce qu'en fait, la source, il faudrait remonter aux États-Unis. Dites-moi pourquoi vous dites ça, ça m'intéresse beaucoup. Tout simplement parce que les scientifiques américains, de manière assez tôt, ont travaillé ces contrôles, cette question du contrôle, comment conduire les personnes vers un comportement qui soit uniforme. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale chez eux. Voilà, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, le terme a été d'ailleurs globalement repris aujourd'hui chez nous aussi. L'avantage de la Chine, je reprends votre exemple des guillemets, avec des très très grosses guillemets pour le mot avantage. L'avantage de la Chine, c'est que c'est un exemple réel. On n'est plus dans la théorie, on est du passage de la théorie à la pratique, qui est favorisé évidemment par le modèle politique chinois. Parce que c'est un système totalitaire, ils arrivent à appliquer leur théorie. Ils arrivent à appliquer leur théorie. Alors c'est un système totalitaire qui s'appuie sur 2 piliers, comme vous le savez. Non seulement le communisme marxiste de type léniniste, façon chinois, mais quand même de type léniniste avec le parti État, et une assez grande liberté
d'ordre économique qui a été mis en place, cette pôle politique qui a été mis en place dans les années 70, à partir de 1979 par Deng Xiaoping, et qui a donné les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire un énorme succès économique. Un énorme succès économique qui a évidemment agrugé les Occidentaux qui ont cru et qui ont sonné les trompettes pour dire qu'enfin la Chine passait au système capitaliste. En fait, tout reste contrôlé par le Parti communiste, parti-État, qui donc il y a une très grande liberté économique et un contrôle politique extrêmement fort. Très fort. Et évidemment, tout le développement numérique et tout le travail d'ingénierie sociale qui a été mené notamment par les Occidentaux a été repris par les Chinois, développé par eux et appliqué à grande échelle dans leur pays. Et cette application à grande échelle reste un modèle. Encore une fois, avec des guillemets, nous estimerons, nous, que c'est un modèle négatif. Un anti-modèle, mais pour nos gouvernants, il y a un fantasme chinois. Il y a un intérêt, un fantasme, un intérêt d'essayer de s'inspirer à la fois au plan national et au plan mondial des pratiques de la Chine. Alors, il y a plein de choses dans le sujet chinois. Le premier qui me saute aux yeux quand vous dites il y a une domination du Parti communiste État, l'impression qu'on a, et spécialement en lisant ce rapport, l'impression qu'on a, c'est que le contrôle s'est renforcé, contrairement à ce que tous les Occidentaux pensaient. Au lieu de passer vers d'aller vers une libéralisation et d'aller vers de plus en plus de droits de l'homme et de démocratie, la réalité, c'est que depuis le début des années 2000, ça s'est aggravé. On est devenu encore plus maoïste qu'on l'était avant. En tous les cas, ils sont restés fidèles, si vous voulez bien, à la ligne idéologique profonde du communiste marxiste, de type léniniste, c'est-à-dire qu'il faut contrôler absolument la population. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a cette liberté économique a ouvert un champ de consommation extrêmement important, qu'il est nécessaire aussi de pousser les Chinois à toujours plus consommer. Et il faut aussi les contrôler sur le plan de la liberté, enfin leur aspiration à la liberté. Plus l'épisode Covid qu'ils ont connu, puisque tout part de chez eux, ça a évidemment renforcé cet aspect de contrôle social. Ouais. Je dirais que, puisque vous avez parlé de démocratie, je dirais que tout système démocratique moderne conduit inévitablement au contrôle social. C'est assez paradoxal si on entend la démocratie telle qu'on nous le serine habituellement, c'est-à-dire le régime de la liberté. Sauf que c'est surtout le régime des individus qui doivent vivre en société. Or, chaque individu poursuit son propre intérêt. Absolument. Et il faut réussir... Une forte coercition pour maintenir une espèce de bien commun, quoi. Pour maintenir, je ne dirais pas un bien commun, mais en tous les cas pour maintenir une certaine unité et pousser cet ensemble d'individus, cet ensemble de particules qui vont, par définition, chacune dans son coin, eh bien de les orienter. Pas vers un bien, les orienter vers la stabilité de la société qui tourne sur une espèce de circuit fermé, en fait. Et alors, donc ça c'est pour la partie politique. Il y a plusieurs sujets autour du contrôle social. Il y a un sujet qui est le sujet de la liberté religieuse. Le cardinal Zen, qui intervient dans ce rapport, est très dur sur le fait que à aucun moment, même sous Deng Xiaoping, parce que beaucoup de gens disent Xi Jinping est en train de tourner le dos à Deng Xiaoping pour revenir à Mao, mais ce que dit le cardinal Zen, si j'ai bien compris, c'est même sous Deng Xiaoping, il n'a jamais été question de donner la moindre liberté religieuse à qui que ce soit. Ça reste le Parti communiste qui décide ce qui est licite en matière religieuse et donc en matière de liberté de pensée au sens le plus large du mot. Et donc Xi Jinping ne fait que, d'une certaine façon, durcir ce qu'a fait Deng Xiaoping, mais sans tourner le dos à Deng Xiaoping. Comment vous voyez les choses ? C'est tout à fait la même, c'est la même logique. Tant qu'on ne prend pas conscience que le système chinois, pour ne pas employer le mot modèle, le système chinois
est intrinsèquement un système communiste reposant sur le parti État qui déclare ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui va dans son intérêt ou de ce qui ne va pas dans son intérêt, et qui écarte ce qui ne va pas dans son intérêt, et qui l'écarte brutalement si nécessaire, ou alors par un contrôle social assez bien pensé. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la capacité d'adaptation du système communiste, mais pas adaptation pour évoluer en fonction des circonstances, adaptation pour se maintenir et continuer le contrôle, qui est, avant d'être un contrôle social, qui est un contrôle foncièrement politique. Et donc la croyance religieuse, l'appartenance à singulièrement à l'Église catholique qui est universelle, donc il y a aussi une prétention, c'est quasiment deux universalismes. Il y a deux mondes universels qui s'affrontent. Voilà, il y a deux mondes qui s'affrontent, évidemment avec des horizons normalement complètement différents, fait qu'il y a une persécution religieuse très forte qui s'est renforcée. D'ailleurs, qui s'est renforcée. Plus le Vatican, dans sa politique actuelle, essaye de donner des gages à ce système, plus ce système renforce sa percussion et son contrôle contre l'Église dite clandestine, qui n'est clandestine pas parce qu'elle le veut, elle est clandestine parce que les circonstances politiques s'imposent à elle. Alors justement, deux questions à propos de ça. C'est comment s'insèrent les accords Vatican-PCC dans cette histoire-là? Première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a la place pour une vraie liberté religieuse, j'entends pour la possibilité pour des catholiques chinois réellement désireux à la fois d'obéir aux autorités temporelles de leur pays et désireux de faire leur salut éternel. Est-ce qu'il y a la place pour ces catholiques chinois ou est-ce qu'ils n'ont le choix qu'entre la soumission pure et simple au Parti communiste et la clandestinité, et jusqu'au goulag, ou la laogai en l'occurrence. Oui, effectivement. Je ne suis pas un spécialiste de la Chine, hein. Je ne suis qu'un éditeur, si vous me permettez. J'entends bien. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on est face à un système totalitaire et singulièrement communiste, le choix est entre la soumission, laquelle soumission est d'autant plus la pente normale que tout est fait pour qu'on se soumette. C'est toute la question du contrôle social. Bien sûr. Et pour vivre sa foi, évidemment, si on veut la vivre dans la fidélité à ce qui est non seulement les rites, la doctrine, mais le lien avec Rome, même si Rome a une politique qui est dénoncée par le cardinal Zen, pour être très clair, eh bien il faut vivre dans la clandestinité. Accessoirement, juste un petit mot sur le cardinal Zen. Je pense pas que ce soit juste le cardinal, enfin c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais je pense pas que ce soit le cardinal aigri qui refuse les accords. Pas du tout, non. Pour moi, ce qu'il dit est extrêmement brutal parce que une partie des évêques, en particulier de l'Église clandestine, sont sortis de camps de concentration pour concélébrer avec leurs propres commissaires politiques, qui étaient les évêques du Parti communiste chinois, choisis par le Parti communiste. Et moi, je trouve absolument scandaleux. J'entends bien que par ailleurs, Rome a une vision beaucoup plus large de la stratégie, entre guillemets, d'évangélisation. Mais moi, j'ai été extrêmement choqué quand j'ai entendu notamment ce cas, je me souviens plus du diocèse, mais de cet évêque qu'on a sorti de camp de concentration. Et le premier acte public qu'on exige de lui, c'est de concélébrer avec le type qui était l'usurpateur de son propre diocèse et par ailleurs commissaire politique, objectivement, de sa propre persécution. Le type l'a fait, et moi j'avoue que ça tire les larmes des yeux. Je trouve insensé que qui que ce soit ait le courage d'exiger ça de qui que ce soit, et spécialement d'un évêque qui a résisté courageusement pour défendre l'évangile de Jésus-Christ et la liberté de Jésus-Christ. Oui, on peut même ajouter qu'un certain nombre d'évêques ou de prêtres clandestins ont accepté de faire un pas à la demande de Rome vers l'Église catholique officielle sous contrôle du Parti communiste. Et on fait très vite machine arrière. Et soit sont repartis directement en prison, soit sont repartis dans la clandestinité la plus totale. Absolument. Ils ont voulu obéir à Rome. Alors comme vous le disiez,
Rome a peut-être une stratégie, je pense qu'il y a une stratégie à très long terme d'usure. Peut-être que l'exemple des pays de l'Est, enfin de l'Europe de l'Est, trotte dans la tête du cardinal Parolin. Je ne sais pas ce qu'il en sera sur le très long terme. Ouais. Sur le moment, maintenant, effectivement, comme vous le signalez, ce qu'on a demandé à ces catholiques chinois, et singulièrement à leurs évêques et à leurs prêtres, dépasse non seulement l'entendement, mais moralement, extrêmement choquant. Absolument, c'est très choquant, je trouve. Alors, peut-être revenons à l'application du modèle chinois, entre guillemets, du système chinois à notre vie à nous, parce que le Covid a permis l'arrivée massive du système chinois en Occident. Donc évidemment, il y a la logique de contrôle social, il y a la logique je vous arrête, parce que si vous dites ça comme ça, vous êtes un complotiste. Oui, incontestablement, je le suis. Donc, en gardant en tête que le complotiste, c'est celui qui dit 6 mois avant les autres ce qui est la vraie... Je plaisante. Mais... Non, mais plus sérieusement, en tout cas, en matière d'enfermement, en matière de propagande, en matière d'imposition d'un modèle par l'État, il est évident que le Covid a été une occasion extraordinairement fructueuse pour les systèmes occidentaux de s'inspirer du système chinois. De s'inspirer avec quelques limites par rapport au modèle chinois, puisque là on a un contrôle politique total, donc c'est beaucoup plus facile. Mais il y a des témoignages dans ce livre de personnalités occidentales qui ont clairement interrogé les Chinois pour savoir comment on faisait, quoi. Pour savoir comment on faisait, jusqu'à quel point on pouvait aller dans un cadre occidental attaché à la liberté individuelle, ce qui c'est pas la même culture, effectivement, en Chine. J'ajoute quand même ce qui est intéressant avec la Chine et qui va certainement, qui est déjà un peu en cours aujourd'hui en Occident, c'est que il y a de nombreux citoyens chinois qui sont heureux de ce système de contrôle social. Absolument. Vous savez que le système du crédit social chinois vous donne un certain nombre de points si vous êtes dans les clous, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, plus vous avez de points, plus vous bénéficiez des avantages du système. Davantage du système. Au sens inverse, moins vous avez de points, plus difficilement vous pouvez circuler, mettre vos enfants à l'école, etc. Donc ça, c'est un point effectivement très intéressant. C'est la coopération des populations avec le système. Dans l'introduction que j'ai faite pour ce livre, pour l'édition française, je cite notamment une émission de France 24 sur le crédit social, où on voit une Chinoise très très heureuse, une jeune Chinoise, qui trouve ça très drôle. Moi, j'ai trouvé ça glaçant, personnellement. Oui, mais bien sûr. Pour moi, c'est le pire. Donc, à la limite, le goulag est plus supportable que ça. Je sais pas, mais en tous les cas, c'est effectivement glaçant, donc qui est très heureuse de la reconnaissance faciale pour obtenir sa canette de coca ou je sais pas quoi. De coca ou je sais pas quoi. Donc il y a une partie de la population qui collabore avec enthousiasme. Qui adhère, qui collabore et qui s'en trouve très heureux. Je crains que dans les pays occidentaux, on ait une partie de la population, on l'a vu d'ailleurs pendant l'épisode Covid, qui marche à fond dans ce type de système. C'est clair. Et qui se font facilement d'ailleurs les dénonciateurs de ceux qui... Des complotistes ou des dissidents de façon générale. En tous les cas, peu importe comment on les appelle, mais de ceux qui ne marchent pas tout à fait dans les clous. Et c'est un des ressorts, c'est vraiment un des ressorts du système du contrôle social, de s'appuyer aussi sur la population. Merci beaucoup, cher Philippe. Donc, je rappelle que les éditions de l'Homme Nouveau viennent de publier un passionnant rapport de l'Observatoire international cardinal Van Tuan, spécialisé dans la doctrine sociale de l'Église, le modèle chinois, capital socialisme du contrôle social. C'est un livre qui coûte 19,50 €, qui fait 234 pages. Et c'est vraiment un livre absolument époustouflant, glaçant par ailleurs. Moi, je trouve ça le plus effrayant, c'est que ce modèle-là a toutes les chances de s'imposer chez nous, dans l'indifférence générale des populations, ou l'adhésion, hélas, c'est même pire que l'indifférence. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci à vous. Et évidemment, sainte fête de Noël ce soir et sainte année 2024. Et vous également, merci.
Et tout de suite, je retourne sur le plateau de Terre de Mission pour vous présenter quelques ouvrages, comme je vous ai promis en début d'émission. Le premier ouvrage que je voulais vous proposer, c'est un ouvrage de Jean-Christian Petit-Fils, grand historien que vous connaissez probablement tous, qui a fait un très bon Jésus. Et ce Jésus a été réédité, probablement différemment, mais en tout cas réédité et illustré avec beaucoup de dessins en noir et blanc, très bon livre d'histoire et de présentation de cette personne qui est assez fascinante quand même, la personne de Jésus, qui a compté tellement dans notre histoire à tous. Voilà, Jean-Christian Petit-Fils, Jésus, c'est un livre qui fait 318 pages et qui coûte, je sais pas, 28 €, pardon. Voilà, Jean-Christian Petit-Fils, Jésus. Deuxième ouvrage que je voulais vous proposer, d'un ouvrage de Paul Hanel, Amitié et sagesse chrétienne. C'est paru chez ces très bons éditeurs des éditions Cora, que vous connaissez peut-être au moins de nom. Les éditions Cora sont une très belle maison d'édition chrétienne. Voilà, c'est le titre dit tout, hein. Amitié et sagesse chrétienne, c'est une réflexion sur l'amitié naturelle et la sagesse surnaturelle. C'est un livre qui fait 198 pages, qui coûte 16 €, qui est très, très stimulant du côté de la sagesse, c'est quand même ce qui nous manque cruellement dans notre monde de dingue. Anne Bernet, La voie de la miséricorde. Alors c'est un ouvrage sur Thérèse Rondeau. Je suppose que vous ne connaissez pas plus que je ne connaissais. Thérèse Rondeau est la femme qui a fondé la communauté dans laquelle s'est engagée Sœur Faustine de la Miséricorde, que vous connaissez là pour le coup probablement plus. Sainte Faustine, c'est la grande religieuse polonaise de la dévotion à la Divine Miséricorde. Donc vous savez qu'on a maintenant, le dimanche après Pâques, un dimanche dédié à la Divine Miséricorde. On a même un chapelet dédié à la Divine Miséricorde sur les conseils de Sœur Faustine, qui avait reçu ça d'une apparition du Christ. Voilà, mais donc Thérèse Rondeau est une femme qui est née à la fin du XVIIIe siècle en France, et qui a fondé cet ordre dans lequel s'est insérée Sainte Faustine. Voilà, c'est un livre qui est paru chez Artege, qui coûte 26 € et qui fait 510 pages. Donc c'est une très complète biographie. Comme la semaine dernière, je voulais vous proposer une BD. Je suis pas j'aime beaucoup la BD, mais je suis pas un grand promoteur de BD. Mais on est en temps de Noël. Nous avons tous des cadeaux à faire à nos filleuls, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de trouver des belles bandes dessinées qui élèvent l'âme. C'est une BD qui est parue chez Artege, qui s'appelle SUF, hier, ce soir, demain matin. Et c'est une BD sur l'histoire des SUF, des scouts unitaires de France. Vous savez que dans les soubresauts des années 60-70, il y a eu plusieurs créations de mouvements de scoutisme traditionnel, notamment de fidélité à la pédagogie scout qui maintient notamment des scouts de 12 à 16 ans ou 17 ans, donc des grands et des jeunes. Les scouts de France, à cette époque-là, voulaient séparer les générations. Les SUF ont choisi de maintenir la pédagogie traditionnelle. Et les SUF ont beaucoup prospéré. Les scouts de France se sont développés par ailleurs, donc c'est pas du tout pour critiquer les scouts de France, mais il n'empêche que les SUF ont prospéré sur la pédagogie scout traditionnelle, où les plus vieux forment les plus jeunes. Et donc cette BD d'Artege nous permet de revenir aux sources des SUF. Comment est-ce que ça a été fondé? Pourquoi? Quelle est la pédagogie? Etc. C'est un très, très joli bande dessinée pour ceux qui aiment le scoutisme. C'est un très beau cadeau. Je voulais vous proposer également un ouvrage magnifique de Marie-Joëlle Guillaume, que certains d'entre vous se souviennent sûrement d'elle comme l'une des grandes plumes de famille chrétienne il y a quelques années. Marie-Joëlle Guillaume a publié un très joli livre, un très grand livre, on peut même dire ça, Le grand siècle au féminin.
Donc le grand siècle, évidemment, c'est le siècle de Louis XIV, notre XVIIe siècle, le siècle des saints, où on a eu Saint Vincent de Paul, la grande école française de spiritualité, c'était la fin de Richelieu et l'époque de nos grands humanistes, mais aussi de nos grands saints. Voilà, que ce soit Louise de Marillac, que ce soit Saint Vincent de Paul, etc., etc. Donc Marie-Joëlle Guillaume propose une lecture de ce siècle de Louis XIV sous l'angle des femmes. Et il y a beaucoup de très grandes femmes dans ce grand siècle. Madame Acquary, Louise de Marillac, Marie de l'Incarnation, Angélique Arnauld, la femme, la sœur, je veux dire, du grand Arnauld, Mademoiselle de Scudéry, etc., etc., Madame de Sévigné, évidemment, la princesse Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, évidemment. Très beau livre sur une grande période de notre littérature, une grande période de notre civilisation, mais aussi une grande période de la sainteté française. C'est quand même l'époque de l'école française de spiritualité dont nous vivons encore aujourd'hui et dont l'Église universelle vit encore aujourd'hui. C'est un livre qui est paru chez Perrin, qui fait 379 pages et coûte 24 €. Et puis dernier ouvrage que je voulais vous proposer, du chanoine Montjean de l'Institut Christ-Roi, souverain prêtre. On avait déjà parlé de sa thèse sur le mariage dans l'œuvre de Saint François de Sales. Il me semble qu'on en avait parlé, je ne suis plus absolument sûr que ce soit ici que j'en ai parlé, pardon. Mais en tout cas, le chanoine Montjean avait publié une très belle thèse sur le mariage dans l'œuvre de Saint François de Sales. Vous savez que Saint François de Sales est un des saints patrons de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre. Et là, il nous propose un florilège salésien, donc de Saint François de Sales, sur le mariage chrétien. Très beau petit livre paru aux éditions de l'Homme Nouveau. C'est un livre qui est vendu pour 15 € et qui fait 212 pages et qui s'intitule « Unis en sang et en sentiment ». Voilà, spécialement pour vous et nous, époux chrétiens, c'est très stimulant. Saint François de Sales a parlé pour nous et donc ça vaut la peine d'écouter ce grand saint qui s'est adressé en particulier aux laïcs pour les conduire à la sainteté. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Ainsi s'achève notre année, évidemment, nous sommes le 31 décembre. Sainte et heureuse année à tous. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera l'émission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.